Adversaire politique sur un plateau, si cette mise en scène n'est pas ici à proprement parler étonnante, elle n'a rien à voir avec la démocratie. Évidemment, elle la dénie. Madame, Monsieur, bonsoir. La campagne électorale du deuxième tour en est à ses dernières heures. Les champions des deux camps se sont exprimés à l'occasion des derniers grands meetings. Celui de la droite avait lieu au Zénith. Pour Alain Juppé, la victoire est à portée de main. Carole Comon. Alain Juppé et Édouard Balladur côte à côte pour la dernière démonstration de force de la majorité. Comme au premier jour de la campagne, les principaux dirigeants du RPR et de l'UDF s'étaient rassemblés pour relayer le nouveau message délivré par Jacques Chirac. Il ne faut pas changer de direction. Dernier meeting et un moment fort, l'intervention depuis Épinal de Philippe Séguin, désormais favori de la majorité pour Matignon en cas de victoire. De son côté, Alain Juppé fustigeait encore une fois ses adversaires socialistes. Je ne veux pas que mon pays, en l'an 2000, soit encore un peu plus socialiste qu'il ne l'était en 1993. Je ne veux pas que le retour des éléphants socialistes nous ait ramenés au climat de crise morale et politique où nous étions après 2 septennats de mitterrandisme. Un ultime appel à la mobilisation des électeurs. C'est qu'après les mauvais résultats de dimanche dernier et l'annonce du départ d'Alain Juppé, la majorité aura connu une semaine d'entre-deux-tours bien agitée. Le président de la défunte Assemblée nationale, Philippe Séguin, candidat à Épinal, a estimé dans son duplex en direct avec le Zénith qu'il fallait au pays une majorité forte, cohérente et riche de sa diversité. Allusion au ticket Séguin-Matelin avancé aujourd'hui par la droite. À Épinal pour France 2, Roland Sicard. Philippe Séguin est en forme. Le président de l'Assemblée nationale sortante aime les campagnes électorales, surtout lorsqu'il peut montrer qu'à droite, c'est lui qui rassemble. Un jour avec Alain Madelin, l'autre avec René Monory, il se pose en chef de la majorité. Ses priorités, l'emploi, l'Europe, gouverner autrement, et puis il prend des engagements. Une chose en tout cas est certaine, quelle que soit l'issue de ce second tour, je ne renierai rien de mes idéaux, de mes convictions et de mes combats. Oui, demain, si je suis élu, quelle que soit ma position, je m'engage à lutter pour restaurer l'autorité de l'État et la vigueur de notre démocratie. Je m'engage à tout faire pour que soit mobilisé l'ensemble des moyens dont nous pouvons disposer au service de la lutte contre le chômage. Je m'engage à militer sans relâche pour une Europe unie, pour une Europe démocratique, pour une Europe consacrant toute son énergie et son imagination qui sont immenses, au service de la création de richesses et d'emplois. En tout cas, dans la dernière ligne droite, Philippe Séguin apparaît clairement comme le successeur potentiel d'Alain Juppé à Matignon. Il expose son programme, il prend des engagements, bref, il est prêt à condition que dimanche, la droite réussisse à l'emporter. Le Parti socialiste était lui réuni à Lille pour la première fois. Lionel Jospin a envisagé l'éventualité d'une victoire. Dans une interview publiée par ailleurs par notre confrère Le Monde, le premier secrétaire du PS déclare « Toutes les forces plurielles de la gauche ont vocation à participer au gouvernement, mais aucune ne peut dire « Je participe à un gouvernement, mais voilà mes conditions ». Les communistes devraient se déterminer lundi sur une participation au gouvernement ou sur un soutien sans participation en cas de victoire. À Lille pour France 2, Guylaine Chenu. Tout un symbole. C'est à Lille, la ville de Pierre Mauroy, le premier chef de gouvernement de la gauche en 81, que Lionel Jospin termine sa campagne. Désormais, la gauche croit en la victoire. Sur scène, ils sont tous là. Les communistes, les Verts et les socialistes. Et certains parlent déjà d'un futur gouvernement. Ça se fera demain, si les conditions sont créées, et nous le souhaitons vivement. Dans une participation gouvernementale ou dans un soutien sans participation, selon ce que décideront les communistes dans une large consultation démocratique organisée dès lundi soir. Pierre Mauroy, lui, est encore plus disert. C'est le futur locataire de Matignon en cas de victoire qu'il évoque. Nous avons un Premier ministre dans le cœur. Et nous connaissons un Premier ministre qui mériterait bien d'être Premier ministre. C'est Lionel Jospin. Dernière salve contre l'adversaire. Lionel Jospin dénonce la spirale destructrice de la droite et ce qu'il appelle la construction baroque du couple Séguin-Madelin. Et pour la première fois, lui aussi parle d'avenir. En 95, il ne croyait pas à la victoire. Cette fois, c'est différent. Si un jour, je pense que nous pouvons gagner et que je le dis,
alors ce jour-là, justement pour cette raison, vous pourrez me croire. Eh bien, ce soir, je vous le dis, nous pouvons gagner dimanche. C'est le dernier et le plus grand meeting de la campagne socialiste. Près de 10 000 personnes dans la salle et pour la première fois, l'optimisme est là. Les forces plurielles de la gauche, communistes et verts, en campagne, Jean-Bernard Schmitt. Sans entrer au gouvernement. Et on ne se force pas. Jean-Marie Le Pen, dans un meeting au Palais des Sports, appelle à voter d'abord Front National avant de dévoiler une liste de 16 personnalités, 13 de droite, 3 de gauche, à abattre. L'actualité à l'étranger, la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila a prêté serment jeudi comme nouveau président autoproclamé. Plusieurs de ses pairs africains étaient présents à Kinshasa. Visite au nouveau Premier ministre britannique et à son épouse. Dans la résidence du Premier britannique, le président américain s'est adressé au gouvernement de Tony Blair. Les deux hommes ont annoncé une initiative pour la sauvegarde de l'emploi dans le monde industrialisé à l'occasion du prochain sommet des 7 nations les plus riches, convoqué le mois prochain. Justice en France, y a-t-il faute inexcusable de l'entreprise? L'avocat de 12 victimes de l'amiante répond par l'affirmative. Devant le tribunal de 88 a été écroué jeudi. Le juge d'instruction a retenu contre lui la complicité d'abus de biens social, de recel, la complicité de présentation de comptes inexacts. Autre complicité, celle de distribution de dividendes fictives. Ses avocats font appel de son placement sous mandat. 4 agents de la SNCF, des services des marchés et des études ont été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et corruption passive. Ils sont accusés d'avoir perçu des commissions sur plusieurs chantiers ferroviaires. La SNCF porte plainte. Sébastien Vibert. 400 millions de francs d'amende. C'est ce que devront payer 30 entreprises françaises de travaux publics, parmi lesquelles Bouygues, Dumez ou Spie-Batignolles. Leur faute, selon la Cour des comptes, avoir truqué les marchés de construction de ponts de chemin de fer et de la ligne du TGV Nord. L'enquête des magistrats, révélée par nos confrères de l'Express et du Figaro, a mis au jour un vaste système de surfacturation et d'entente illicite de la part de ces entreprises. Le tout au détriment de la SNCF, qui aurait perdu au moins 750 millions de francs en 3 ans, entre 1990 et 1992. Études truquées, fausses factures, pots de vin. 4 hauts responsables de la SNCF ont d'ailleurs été mis en examen. Ils auraient activement participé à ce que la Cour des comptes qualifie de truandage. La direction de la SNCF, de son côté, a décidé de porter plainte. Objectif atteint pour Christian Blanc. Après 6 ans de perte, la compagnie Air France retrouve l'équilibre budgétaire et dégage un bénéfice de 314 millions de francs pour le dernier exercice. Cela dit, Air France Europe a, elle, accentué ses pertes en 96-97. Enfin, les pilotes d'Air France menacent à nouveau de riposter au vote par le conseil d'administration jeudi, au vote donc de ce conseil d'administration de la double échelle des salaires. Service. À l'automne, les abonnés de France Télécom qui le voudront pourront voir s'afficher, avant même d'avoir décroché sur l'écran de leur téléphone, le numéro du correspondant qui les appelle, ce qui pose le problème de la confidentialité. Jean-Ric de l'édition de la nuit qui a demandé aux intellectuels et à la société civile que changer en priorité pour que les Français retrouvent confiance dans la politique. Ce soir, Yves Simon, chanteur et écrivain. Je crois que ça passe surtout par les mots, et si je parle des mots, c'est parce que j'écris, et c'est quelque chose qui m'intéresse. Les mots, ils sont partout. Les 3 mots de la République, liberté, égalité, fraternité, sont sur tous les fronts des mairies. Eh bien, je pense que sur tous les fronts des hommes politiques, il devrait y avoir imaginer, imaginer, imaginer. Et imaginer, c'est pas créer des utopies fumeuses, c'est surtout apprendre à décoder ce qu'il y a à l'intérieur de nos rêves et dans toute cette partie invisible qu'il y a en nous. Parce que c'est la partie la plus importante, ce sont nos rêves d'aujourd'hui, ce sont nos espoirs, c'est notre mémoire et ces rêves sont infinis. Je pense que la première chose à changer, donc, ce sont les mots, et ce sont des mots qui doivent nous atteindre, qui doivent nous émouvoir, qui doivent nous aider à concevoir, qui doivent nous faire vibrer, et bref, ça doit rentrer à l'intérieur de nous et ne pas rester à la surface des gens et des choses. Bref, messieurs les politiques, devenez poètes. Sortie de secours, l'actualité autrement, avec la publication au Seuil d'Amour, poésie et sagesse, signé Edgar Morin. Le philosophe se demande dans cette synthèse de ses textes ce que peut être une sagesse moderne à propos de l'amour. Il estime que c'est le comble de l'union de la folie et de la sagesse. Il est évident, note-t-il, que c'est le problème que nous affrontons dans notre vie et qu'il n'y a aucune clé qui permette de trouver une solution extérieure ou supérieure. Edgar Morin, Amour, poésie, sagesse.
CD Bach à Weimar, œuvre d'orgue du compositeur, interprétée dans leur version originale. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Demain, en ce lieu et place, vous retrouverez Dorothée Oliéric. Dans un instant, le tennis. Excellente nuit à tous sur France 2. Une dégradation au sud qui se confirmera à partir de samedi. Voici le programme jusqu'à dimanche. Alors dans le détail, cela nous donne encore un temps très lumineux demain sur les 3/4 de nos régions, avec toujours un petit voile des Pays de Loire jusqu'aux Pyrénées. Des températures fort agréables dès le lever du jour, avec un peu plus de fraîcheur du côté de Reims, 6 degrés seulement. En revanche, il fera jusqu'à 18 degrés au lever du jour dans la région bordelaise. Demain après-midi, les nuages cumulifient toujours sur le relief des Pyrénées avec une petite tendance à l'orage. Et puis le voile s'étend jusqu'à la pointe de la Bretagne. Quant à l'index UV, il sera très élevé, que ce soit sur le relief des Pyrénées ou sur les Alpes. 9, très fort. Protégez-vous bien si vous allez au soleil. Quant aux températures, eh bien on gagne plusieurs degrés, en particulier au nord de la Loire, avec des valeurs qui deviennent très agréables. 26 à Paris, 24 à Strasbourg. Il fera toujours très chaud au sud, en particulier dans le sud-ouest, avec une série de 30 degrés dans la vallée de la Garonne, 31 degrés même à Bordeaux. Et puis chez nos voisins, eh bien voici la tendance pour demain, avec là encore de l'orage sur la péninsule ibérique, un ciel souvent voilé sur l'Afrique du Nord, beaucoup de soleil de Dublin à Athènes et puis un temps beaucoup plus capricieux sur l'Europe centrale. Demain, nous serons le 30 mai, nous fêterons les Ferdinand, nous gagnerons 2 minutes de soleil. Excellente fin de soirée, merci, bonsoir, à bientôt. Darty, le contrat de confiance. Salut à tous, Roland Garros décidément la joue classique cette année, le soleil radieux, le vent dominant et les surprises, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est Magnus Larsson qui s'est encore mis en évidence en éliminant la tête de série numéro 10 du tournoi, l'Espagnol Félix Montilla. Côté français, eh bien c'est l'équité la plus totale, regardez. Jérôme Goldmar à l'abordage de Michael Chang, tête de série numéro 2. Le Français, 102e mondial, a réussi à pirater le 3e set, mais Chang a eu le dernier point. 2h34 de match, ça laisse des traces. J'ai des crampes, un peu de nervosité, je suis un peu nerveux. Mais il va falloir faire attention pour les prochaines fois. La prochaine fois, c'est Stéphane Simian qui tentera de faire couler Chang. Le Français bat Roscoe en 3-7. À 29 ans, Simian n'a jamais été aussi loin à Roland Garros. À partir de maintenant, c'est tout bonus. J'ai un peu réalisé ce qui me manquait un peu dans ma carrière, passer 1 ou 2 tours à Roland Garros, et maintenant c'est fabuleux, il faut en profiter, se faire plaisir. Frédéric Fontan n'a pas pu se faire plaisir. Difficile de trouver ses marques contre Raptor le serveur, qui totalise 15 aces et 19 services gagnants pour l'emporter en 3-7, 6-3, 6-4, 6-3. Fontan est bon perdant. Quand on perd, il y a toujours un peu de regret, mais bon, là il était quand même plus fort, il n'y a pas eu d'occasion manquée. Arnaud Butch n'a rien manqué, il avait la raquette qui gagne. Face à Ondrouska, le Français s'impose 6-3, 6-2, 6-1. Butch a fait des économies en gérant bien les échanges. Sa cote remonte. Mais j'étais bien, j'ai essayé de gérer au mieux mon physique parce qu'on faisait quand même des échanges assez longs. Mais il a craqué le premier. Elle est restée en retrait, Madame Williams, à l'abri des regards indiscrets. À 2 pas de là, sa fille vient de concéder sa 13e double faute sur une balle de match. Ainsi se termine le premier Roland Garros de Vénus, 16 ans. Ah, vous êtes déçu? Non. Little. Un petit peu quand même, hein? Little bit. Yeah. You don't like to ah, vous aimez pas perdre? Of course not. Who does? Qu'est-ce qui aime perdre? L'histoire avait pourtant commencé avec des sourires. Voilà Vénus qui débarque en famille à la conquête de Paris des médias. Beaucoup de bruit autour de ce petit prodige. Un peu trop quand même pour certains. Je préfère que les joueurs et les joueuses soient connus par leurs résultats sportifs avant d'être connus par les opérations marketing qu'on mène autour d'eux. N'empêche Jean-Paul, Vénus contre Nathalie, voilà bien l'affiche de ce deuxième tour. Alors pour qui allez-vous voter? Quoi? Ah, je vote Nathalie. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'expérience.
Le central a donc choisi Nathalie et Nathalie a eu besoin de son public pour se débarrasser difficilement de Venus Williams. Nathalie est un peu agacée quand même. C'est agaçant parce que bon, on est des joueuses de tennis avant tout et je crois que bon, il faut jouer avec ça. Moi j'aime pas trop le système marketing. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi j'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est sûr, mais une chose est certaine, c'est qu'elle a du talent, Venus Williams. Elle s'est battue sur toutes les balles et elle l'a juré, elle reviendra à Roland-Garros et cette fois ce sera pour gagner. Sandrine Testu est une femme pressée. La Roumaine Catalina Cristea a pu le vérifier à ses dépens dans la première manche, abandonnée et 6 jeux à 0. Et comme au tour précédent, Sandrine a remporté la seconde, 6-4. Je jouais plus vite qu'elle, donc je l'ai débordée, ça s'est bien passé. Et puis à la fin, bon, je me suis un peu tendue, j'ai fait quelques erreurs en plus, ce qui a fait qu'elle est rentrée un peu dans le match, mais bon, je m'en suis bien sortie quand même. Cela pouvait sembler incroyable, mais Sarah Pitkowski a eu sa chance face à Monica Seles. Après avoir résisté dans la première manche, c'est des 6-4, on en est à 5 partout, 30 dans le deuxième set. Et Sarah s'offre une splendide occasion à la volée. Hélas, l'erreur lui est fatale, elle perd 6-4, 7-5, mais peut désormais rêver. Moi aussi je peux marquer des points, moi aussi je peux mener dans le match, je crois que c'est ça. On leur fait un peu plus peur qu'avant et elles doutent aussi, je crois. Donc en fait les matchs s'équilibrent et c'est d'autant plus intéressant pour nous parce qu'on apprend énormément de choses. Qualification donc sans problème de Marie Pierce, beaucoup plus difficile celle de Martina Hingis. C'est bon pour Sanchez Vicario et Marie-Jo Fernandez. Chez les garçons donc, Magnus Larsson est le héros du jour et très tard dans la soirée, Marcelo Rios a eu besoin de 5-7 pour se débarrasser de Byron Black. Tout à l'heure, à partir de 11h sur France Télévisions, c'est une sacrée dure journée qui attend les Français. Lionel Roux contre Marc Rosset. Yevgeny Kafelnikov contre Cédric Pioline, Andrei Medvedev contre Nicolas Escudé et enfin notre marathonien des cours Thierry Champion devra en découdre contre Alex Corretra, l'Espagnol, l'homme en forme du moment. Alors dormez bien et à tout à l'heure, 11h. Messieurs,